Bonjour et bienvenue aux entrevues de la Chaire de coopération Guy Bernier. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de s'entretenir avec M. Michel Séguin, titulaire de la Chaire, et M. William Sabadi, professeur à l'Université Lyon 3 et titulaire de la Chaire Lyon 3 Coopération. Alors messieurs, bonjour. 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 Alors aujourd'hui, vous venez nous entretenir, en fait, discuter avec nous de votre enquête qui porte sur la conception populaire de la nature coopérative. Pouvez-vous nous en dire davantage, situer le contexte et les objectifs de votre étude? Bien, en 1996, l'Alliance coopérative internationale a fait une actualisation de sa déclaration sur l'identité coopérative. C'est quoi cette déclaration-là? En fait, c'est ce qu'une coopérative doit faire pour être considérée comme une vraie coopérative. En fait, ça permet d'identifier, de définir la nature de ce type d'organisation-là, puis ce qui les différencie des autres organisations. Suite à ça, bien, les coopératives se sont pliées à cette nature-là, ont adopté des comportements qui sont conformes à cette nature-là. Il demeure que les coopératives ont reçu énormément de critiques par rapport au fait qu'elles sont de vraies ou de vraies coopératives. On les critique souvent en leur disant, vous n'êtes plus une coop, particulièrement les coopératives qui sont de grande envergure. Donc, 20 ans bientôt après cette actualisation-là, des coopératives nous ont demandé de voir un peu au sein du grand public, qu'est-ce que ces coopératives-là devaient faire pour que le grand public puisse les juger comme étant de vraies coopératives. Parce que ces coops-là veulent bien se plier, veulent bien respecter ce que la déclaration leur dit de faire, mais elles reçoivent encore des critiques. Alors elles se demandent, je suis de bonne foi, je vais être une vraie coop, quelle manifestation mon organisation doit mettre de l'avant? Pratique de gestion, pratique administrative, pratique au niveau de la clientèle. Qu'est-ce que je dois faire pour que les individus, la population générale, me considèrent comme une vraie coop? Comment vous avez procédé pour tester ça, en fait? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé dans un premier temps la déclaration. On a choisi 4 principes coop qui sont la démocratie, le partage des bénéfices, l'ouverture à tous et l'engagement dans le milieu. Et on a aussi identifié les 3 finalités des coops en fonction des coopératives, des différents secteurs coopératifs, donc la consommation, les coopératives financières, le travail et la production. Et pour chacun de ces principes et de ces finalités-là, on a identifié une série d'hypothèses. Donc, ma coop m'invite à participer à son assemblée générale annuelle, donc pour les coops, pour la démocratie. Ma coop investit beaucoup d'argent dans le développement de son milieu, pour l'engagement dans le milieu. Et ensuite, on a demandé à des personnes à travers le monde, parce que notre recherche a été faite à travers 10 pays dans les 5 continents, et on a demandé à ces personnes-là, dans un premier temps, d'identifier une coop, à voir s'ils étaient en mesure d'identifier une coop, et après, on leur demandait si dans cette coop-là, elles percevaient cette manifestation-là. Donc, si je comprends bien, c'est qu'à chacun des répondants, on reprenait la liste d'énoncés, donc la liste de questions un peu comme un sondage, et on leur demandait de répondre à cette question-là. Exactement. Parfait. Et enfin, à la fin, on leur demandait, est-ce que la coop qui avait identifié respectait sa nature? Et par des analyses statistiques, on est en mesure d'identifier quel type de manifestation, quel type d'hypothèse qu'on a posée est plus à même d'expliquer ce qu'on appelle, nous, le jugement coopératif des personnes, est plus à même de déterminer que la coop est une vraie coop. Et également, on a identifié une série d'attitudes que les personnes pouvaient avoir vis-à-vis des coopératives. Je fais confiance à ce type d'organisation-là. Je serais prête à référer à une de mes connaissances cette coopérative-là. Je serais prête, à la limite, à m'engager, à m'impliquer dans cette coopérative-là. Alors, on a identifié une série d'attitudes vis-à-vis de la coop pour voir si les manifestations qui favorisaient le jugement coopératif, ma caisse, la coopérative est une vraie coop, avait aussi de l'impact sur ces attitudes-là. J'ai confiance. Cette coop-là, je la référerais, je m'y impliquerais. Donc, puis qu'est-ce qui en arrive, en fait, dans ces analyses? Qu'est-ce que vous avez trouvé, les résultats? D'abord, les principaux résultats au niveau de la notoriété, on s'est rendu compte, un premier constat, que les gens ne connaissent pas beaucoup les coops. C'est-à-dire qu'ils ont de la difficulté à identifier une coop. Je vous ai dit au début, il fallait que les répondants soient en mesure d'identifier une coop pour qu'ils puissent répondre à nos autres questions. Donc, on s'est rendu compte que les coopératives, que ce soit de travailleurs, fournisseurs, ou que ce soit coopératives financières ou de consommation, sont le type d'organisation où les personnes sont moins en mesure d'en identifier une parmi tous les types d'organisations, qu'elles soient privées, même les ONG, OBNL, secteur public. Donc, on a des résultats entre 12 et à peu près 20 %. Est-ce que je suis capable d'en nommer une? Fait que ça, c'est le premier constat. La notoriété est très faible. Ensuite, on a questionné sur la qualité de l'image. Qu'est-ce qu'ils en pensaient? Qualité de l'image, somme toute, assez positive, mais particulièrement positive au niveau de l'engagement dans le milieu, particulièrement positive également au niveau de la capacité de perdurer. Donc, est-ce que la coop va être capable de passer le défi du temps? Mais par contre,
beaucoup plus mitigé, beaucoup plus faible au niveau de sa capacité d'innover, voire de sa capacité d'offrir une bonne offre de service. OK. Donc ça a été nos principaux constats relativement à la notoriété et à la qualité de l'image. Maintenant, quels sont les facteurs qui influencent cette entreprise-là est une vraie coop? Bien, c'est les facteurs qui sont associés globalement au principe coop. Donc, on parle d'engagement dans le milieu, on parle d'ouverture, on parle de partage des bénéfices, et on parle également de démocratie. OK. Lorsqu'on regarde la finalité même de ces entreprises-là, parce que c'est des coops de consommation donc ou de travail ou de fournisseurs, donc répondre aux besoins des membres, bien, ces facteurs-là sont moins importants dans la définition. Et par contre, l'aspect consommateur, donc la coopérative prend en charge ou tient compte des intérêts des consommateurs dans ses activités, bien, c'est celle qui est la plus importante parmi les finalités. Et ça, peu importe le modèle de coop. Donc, autant pour les coops de consommation de travailleurs que de producteurs. Alors qu'on se serait attendu que pour les coops de travailleurs, bien, c'est je prends en compte l'intérêt des travailleurs qui ressort. Ou les coops de producteurs, je tiens en compte l'intérêt des producteurs. Pas du tout. C'est toujours l'intérêt du consommateur. Voire même, les deux autres intérêts, producteurs et travailleurs, jouent de façon négative. C'est-à-dire que pour une coop de consommation, plus on s'occupe du travailleur, plus les gens ont dit que ce n'était pas une vraie coop. Donc, est-ce que ces résultats-là, en soi, sont surprenants pour vous? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont surpris dans cette étude ou qui sont ressorties davantage? Ouais, effectivement, en termes de résultats, je dirais que le premier résultat qui est marquant, c'est finalement le capital client dont jouissent les coopératives auprès du grand public. C'est-à-dire en termes de confiance, on a des niveaux de confiance qui sont extrêmement élevés, si on pouvait les comparer à des entreprises privées par exemple, en termes de bouche à oreille, de capacité à prescrire. Donc nos répondants sont prêts à prescrire les coopératives autour d'eux et ils ont une attitude par rapport à la marque qui est très positive. Alors maintenant, comme le disait Michel, si on regarde quels sont les déterminants du bouche à oreille, de la confiance, quel que soit le type de coopérative, finalement, c'est l'intérêt que porte la coopérative au consommateur qui va être le principal déterminant, et ce, quel que soit le type de coopérative. Donc ça, c'est un résultat plutôt surprenant. De la même manière, on va avoir tout de même un impact très positif de l'engagement dans le milieu. Donc le principe coopératif autour de l'engagement dans le milieu va avoir un effet très positif sur la confiance, le bouche-oreille par exemple. Deuxième résultat qui est assez surprenant, c'est malgré les efforts qu'ont fait les coopératives depuis quelques années sur la notoriété, elles ont du mal aujourd'hui à se distinguer. C'est-à-dire que nos répondants ont du mal à identifier un avantage concurrentiel du fait de la nature coopérative. Donc non seulement ils connaissent peu de coopératives, c'est ce que disait Michel, mais en plus, lorsqu'ils les connaissent, finalement, ils ont du mal à identifier ce qui fait un avantage concurrentiel du fait du modèle coopératif. Alors néanmoins, qu'est-ce qui construit cet avantage concurrentiel de leur point de vue? C'est notamment l'engagement dans le milieu, on revient sur ce principe-là, et tout ce qui est autour du principe démocratique. OK. Donc c'est ce qui ressort davantage dans votre étude, en fait, en termes de résultats. Est-ce que vous êtes en mesure pour la pratique, là, pour les gens qui nous regardent, puis on sort de la recherche, les leçons apprises, qu'est-ce qu'on peut en tirer, en fait? En fait, la principale leçon, c'est que lorsqu'en 1996, on a voulu définir c'était quoi une coop, bien, il y avait deux éléments qui étaient distincts. Il y avait d'abord l'élément de la finalité. Donc, la coop, elle est là. C'est une association de personnes qui est là pour répondre à un besoin commun. Pour les coops de travailleurs, le besoin commun, c'est d'avoir accès à une offre de service. Pour les coops, pas de travailleurs, de consommateurs. Pour les coops de travailleurs, avoir des conditions de travail qui soient avantageuses. Et la deuxième partie de la déclaration, c'est les 7 principes coop, qui sont en fait des règles qui sont au service de la finalité. Ce qu'on a comme enseignement par rapport à cette recherche, c'est qu'en fait, on a le sentiment que les coops, après cette déclaration-là, ont eu ce qu'on appelle, nous, une approche déontologique. Donc, ils ont essayé de travailler énormément sur les principes. Donc, ils ont envoyé une image qu'une coop, c'est d'abord et avant tout les 7 principes. Mais on dirait qu'ils ont comme mis de côté un petit peu la raison d'être de ce type d'organisation-là, de répondre aux besoins du membre. Donc, en se concentrant sur des principes simples, mais pas simples, en fait, établis sur un papier, on oublie le fondamental puis la raison pourquoi on est là. Parce que les principes, en quelque sorte, doivent être au service de la finalité. Pourquoi on a fondé une coop? C'est pour répondre à un besoin, puis on pense qu'en répondant à ces principes-là, on va être en mesure de répondre à ce besoin-là. Mais là, c'est comme si aujourd'hui, maintenant, les coops travaillaient très fort à essayer de se conformer aux 7 principes, l'approche déontologique, les règles, on essaie de se conformer à ces principes-là, mais c'est comme si le fait de se conformer aux principes, c'était plus important
que de répondre aux besoins des membres, par exemple. OK. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on a monsieur et madame tout le monde qui regardent les coop. On leur demande, c'est quoi pour vous une vraie coop? Pour moi, une vraie coop, c'est quoi? Elle s'engage dans le milieu, elle fait du bénévole, elle est démocratique, etc. Mais est-ce que moi, comme consommateur, ou comme je vais pouvoir avoir un avantage en y allant? Pas nécessairement. Parce que oui, je trouve ça correct. Ouais. Oui, je peux me dire, c'est de bonnes entreprises. Mais est-ce que c'est ce qui va faire que je vais vouloir aller collaborer? C'est comme si on avait oublié que si on ne répond pas aux besoins du membre, les gens ne viendront pas. Alors, en ayant cette conception-là, puis regardez au niveau de l'image, on dit en image, vous êtes très engagé dans le milieu. Oui, vous êtes des entreprises qui allaient perdurer parce que vous n'avez pas du capital action, mais vous n'êtes pas compétitif, puis vous n'êtes pas innovant. Ouais. Et pour moi, pourquoi gérer dans une entreprise qui va me coûter plus cher et qui ne sera pas capable de me donner un produit qui est innovant? Donc, on oublie de répondre en quelque sorte aux besoins du membre. Exactement. OK. Ça va même plus loin, puisque ça peut être effectivement le besoin du membre. Si on prend une coopérative de travailleurs, le grand public s'intéresse finalement à la finalité, à sa propre finalité. Est-ce que je vais en retirer quelque chose? Donc, quelque part, on peut être aussi contre-productif en disant j'accorde beaucoup d'intérêt aux membres qui sont les travailleurs. Je risque de délaisser les intérêts des consommateurs, du grand public. Donc là, il y a aussi un facteur de risque autour de la mise en œuvre des principes coopératifs. Donc, une des leçons, en fait, pour les coopératives, c'est de se recentrer sur la raison d'être, sur la réponse Tout à fait. aux besoins. Sans mettre nécessairement de côté les principes, mais les principes, ils sont légitimes, ils sont pertinents. Pourquoi? Parce qu'ils permettent à cette entreprise-là qui appartient à une association de personnes de répondre aux besoins communs de cette association de personnes. Bien, franchement, c'est une étude très intéressante. Je crois que les leçons apprises sont plus que pertinentes. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre travail et j'espère vous revoir ici pour la poursuite de vos enquêtes respectives. Merci. Merci.